Je vous salue. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur la nature des présidents africains francophones. Le sujet de cette vidéo est « Les présidents africains francophones sont des marionnettes ». Il ne fait aucun doute que depuis les indépendances, les pays occidentaux ont toujours interféré dans les affaires politiques des pays africains. Cela a duré très longtemps. Mais il faut remarquer que dans les pays africains anglophones, les choses ont évolué. Et cette ingérence est de plus en plus amenuisée. Contrairement aux pays africains francophones, chapeautés par le néocolon français, qui demeure sous le joug de la néocolonisation. Il y a lieu ici d'interpeller les présidents africains francophones, notamment et particulièrement, pour leur dire que le temps est venu pour ceux qui sont encore là, de réfléchir et de changer de cap. Et pour ceux qui viendront, il y a lieu de venir en sachant que l'esclavage est terminé depuis, la colonisation a pris fin depuis, et il n'y a pas lieu que les Africains eux-mêmes se maintiennent dans un système de colonisation alors qu'ils ont été officiellement libérés et donc devenus indépendants. Ce qu'on sait, c'est qu'officieusement, cette indépendance ne tient pas. Comment peut-on concevoir qu'on vous informe que vous êtes libre et vous décidez de rester dans les geôles de la prison? C'est ce que les présidents africains francophones font. Je vais commencer par une pratique qui se fait et qui est difficilement compréhensible pour des personnes comme moi. L'Afrique est considérée comme le continent le plus pauvre. Les pays africains francophones sont les plus pauvres parmi les pauvres. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Il a été révélé que ces présidents africains donnent de l'argent aux présidents français. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrait, le bureau mitoyen, Chirac entrait, monsieur l'ambassadeur, il s'est parlé, vous voyez. Comment va? Tout va bien? Et l'ambassadeur lui dit, monsieur le président, pour votre action politique, le président Bongo m'a chargé de vous remettre cette mallette. D'accord. Chirac regarde la mallette et il voit que il y a des codes. Il dit, bon, je vais l'ouvrir. Et il dit, mais il y a un code, monsieur le président. Et il dit, bon, quel est le code? Il regarde l'ambassadeur, il dit, quel est le code? Il dit, monsieur le président, je n'ai pas le code. Il dit, comment vous n'avez pas le code? Il dit, non, c'est Robert qui a le code. Et moi, j'étais le seul à connaître le code et Pascaline. Quand il y avait Pascaline, il n'y avait pas de code. Il n'y avait pas de code, mais elle savait quel était le code, 555. Alors je me tourne vers Villepin qui était sur ma droite. Je lui dis, Dominique, est-ce que vous pourriez me donner un bout de papier? L'instruction de Bongo était précise. Alors, Chirac me regardait, et Dominique vient et me donne le papier, et je fais 3-5. Je plie en 4 le papier, et je le donne au président, qui l'ouvre, le met dans la poche, actionne tout de suite. Ah, il m'a gâté. Mais que de billets de 500. Il n'y a que des billets de 500. Il dit, oui, monsieur le président, ça prend pas beaucoup de place, les billets de 500. C'est difficilement concevable. Un pauvre qui donne de l'argent à un riche qui demande de l'argent à un pauvre. Mais monsieur le président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait, j'étais ahuri. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Hein. Ah bon? Mais comme un autre qui m'a demandé aussi l'argent. Vous pouvez nous le dire, monsieur le président? Non. S'il vous plaît. Est africain et qu'il est coutumier des faits. Bon, je n'ai pas... je lui ai donné l'argent sans
Vous ne direz pas qui c'est. Oh, non, 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 je ne dirai pas qui c'est. Après, hors micro, je peux vous souffler son nom dans le creux de l'oreille. mais c'est étonnant quand même. Alors, vous donnez un liquide ou bien Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui, Ah oui. ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Je cherche à comprendre comment un président qui n'a pas de routes dans son pays, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas d'école, peut prendre 2 milliards, 3 milliards et donner à un président. Quel est le budget qui prévoit ça, que nous venons d'entendre? A dû se faire plusieurs fois. Ce n'est pas une seule fois que 3 milliards ont été donnés. Ce n'est pas une seule fois que 2 milliards ont été donnés. Certainement que ça s'est fait plusieurs fois. Et certainement par plusieurs présidents. Nous sommes au courant de ceci parce que ça a été révélé. Mais les autres situations n'ont pas encore été révélées. La question est pourquoi les présidents africains détestent autant leur peuple. Quand ces présidents africains sont malades, ils vont se soigner en Europe. 3 milliards. Qu'est-ce que ça ne peut pas faire pour qu'il y ait un plateau technique de haut niveau dans leur pays et des médecins bien formés? Qu'est-ce que 3 milliards ne peuvent pas faire? Il y a des écoles dans les pays africains francophones actuellement, en cette année 2025, écoles qui ne devraient plus exister. C'est le type d'école qui existait avant les indépendances. C'est le type d'école qui existait après les indépendances, au début des indépendances. Mais aujourd'hui, comment peut-on avoir de telles écoles? Les écoles manquent. On prend 3 milliards pour aller donner à un président. Il y a une autre pratique qui se fait. Les gouvernants africains prennent de l'argent pour aller payer la publicité sur des chaînes européennes à coût de milliards. Parfois, vous entendez que telle publicité a coûté 1,5 milliard, 2 milliards, 3 milliards. 3 milliards pour une publicité. Et ces gouvernants laissent les chaînes locales pour aller donner de l'argent aux chaînes étrangères. Autant d'argent. Si on demandait aux gouvernants africains quel est le montant élevé qu'ils ont eu à donner aux chaînes locales pour la publicité, je peux vous assurer que ça n'atteint même pas les 10% de ces sommes. Pourtant, les chaînes locales sont sur satellite. Cet argent peut être très utile pour les chaînes locales. Chaînes locales qui, le plus souvent même, ne sont pas des chaînes d'opposition. Et dans le cas qu'on a suivi, lorsque le président donne l'argent à son homologue président européen, français pour la précision, il dit c'est pour votre action politique. Combien d'argent un président français a donné à un président africain pour son action politique? Pourquoi les présidents français demandent l'argent aux présidents africains? Mais c'est parce que l'Afrique a de l'argent. On ne demande pas l'argent à celui qui n'a pas. Mais pourtant, dans les pays, les gouvernants sont toujours en train de dire il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Autre pratique qu'on relève, les présidents africains et les gouvernants ont toujours tendance à tuer les opposants. Et quand je dis tuer, c'est ôter la vie. Pour quel intérêt? Est-ce que les Occidentaux tuent les opposants comme les Africains les tuent? Pourquoi en Afrique, il faut toujours tuer les opposants? Monsieur Jean-Marie Le Pen, en France, a été opposant pendant des années et des années. Il n'a jamais été inquiété. Il n'y a pas eu un soupçon d'empoisonnement. Il n'y a pas eu des attentats contre lui ou des agressions quelconques en vue de le tuer. Les opposants sont même importants dans la vie politique. Mais en Afrique, dès qu'il y a un opposant qui dérange, on prend, on met en prison, on prend, on tue. Les journalistes alors sont les proies de tous les présidents africains. On arrête les journalistes. Ils ont proféré de fausses informations. C'est quoi ces histoires? À quoi sert donc la justice? Mais si quelqu'un a proféré de fausses informations, mais vous portez plainte. Vous venez l'arrêter, vous mettez en prison et puis vous commencez la procédure. Non, il est libre, il n'a tué personne. Vous portez plainte et l'information judiciaire suit son cours. Il sera donc invité à présenter les preuves de ces affirmations. Parce que lorsque vous le mettez en prison, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il a dit. S'il a dit des mensonges, à l'issue du procès, il sera condamné avec les preuves et à ce moment-là, il sera
condamné pour purger une peine de prison. Et quand bien même ces choses qui sont révélées s'avèrent vraies, ça change quoi? Dans mon pays, le Cameroun, Martinez Zogo a tellement révélé des choses que la justice n'a rien fait du tout. Ces personnes qui étaient dénoncées étaient toujours là, montaient et descendaient comme si de rien n'était. Mais ils ont quand même trouvé le moyen de le tuer. Pourtant, la justice s'en foutait. C'est même après l'avoir tué qu'ils ont eu des difficultés. Ils sont en prison maintenant. Mais vous dites que vous êtes dans la démocratie. Quelqu'un parle, on l'arrête. Ce qui se passe dans les pays africains qui se disent démocratiques ne se passe même pas dans les pays de dictature. Il n'y a pas autant d'exactions dans les pays de dictature comme dans les pays africains qui se disent démocratiques. Dans les pays africains, les anciens présidents sont toujours en train de fuir. Après la présidence, ils fuient. Avec certains gouvernants, tout le monde fuit. Pourquoi? Parce qu'il faut les tuer, parce qu'il faut les emprisonner. De quelle manière? Il est question de la manière. Les pays occidentaux qui soutiennent les présidents marionnettes là, n'arrêtent pas les opposants, ne tuent pas. Les dirigeants travaillent pour le bien-être de leur peuple. Combien de fois faut-il le rappeler aux leaders africains? La question est de savoir si les présidents africains sont vraiment des Africains. Parce que si vous n'êtes pas Africain, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire là. Mais si vous êtes Africain, protégez vos frères. Pour durer au pouvoir, vous n'avez pas besoin de tuer des gens. Un président fait des projections sur des décennies, même s'il doit faire un mandat. Le président est là pour l'évolution de son pays, pas pour travailler pour les intérêts des autres pays. Comment est-ce qu'il faut qu'on vous l'explique? Il ne tue pas en Occident, il ne tue pas, il n'arrête pas, il ne met pas en prison n'importe comment. Mais à vous, il demande d'arrêter, à vous, il demande de tuer, et vous vous exécutez. Il faut arrêter avec ça, chers leaders africains. On ne peut pas vous demander de tuer vos pères ou de contribuer à tuer vos pères et que vous continuez à vous exécuter. À certains même, on demande de faire partie de la cabale pour tuer des présidents des autres pays. Est-ce que c'est normal? Il y a même un président qui a essayé de se justifier. Président, je voudrais revenir à la diplomatie africaine. 2011, le Gabon est membre non permanent du Conseil de sécurité. Vous ne vous étiez pas opposé à l'assassinat de Muammar Kadhafi. Mais attendez. L'assassinat de Muammar Kadhafi n'était pas que je sache quelque chose de prévu. C'est une conséquence des résolutions pour lesquelles vous n'aviez émis aucune réserve. Ce n'est pas une conséquence des résolutions. C'est une conséquence de sa politique. Ce n'est pas une conséquence des résolutions. Maintenant, avant que nous prenions cette résolution, vous êtes en train de me dire que vous me reprochez d'avoir pris une résolution pour empêcher quelqu'un, un dirigeant qui était en train de tirer sur son peuple? C'est ça que vous me reprochez? Est-ce que vous en êtes content des années après? De quoi? De sa disparition, de son assassinat. Moi, je ne peux pas me réjouir de la disparition de quelqu'un. Oui, mais dans le même temps, le résultat, il est catastrophique. Sur la question libérienne, est-ce que vous vous êtes pas un peu trompé, tous ceux qui ont pensé qu'il fallait dégommer Kadhafi, quand on voit le résultat aujourd'hui? Et deuxièmement, il est clairement établi, certains chefs d'État d'ailleurs le dénoncent, il s'agissait plus d'une manipulation que d'une véritable révolution en Libye. C'est facile, après coup, de venir parler. Maintenant, replongeons-nous dans le contexte. Il y avait une guerre civile, Kadhafi était en train de tirer sur son peuple. Combien de temps cette guerre civile? Non, mais la guerre civile... Combien de temps cette guerre civile allait durer? C'est ce qui a été dit. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas combien de temps cette guerre civile allait durer. Mais d'autres tyrans tirent sur leur peuple. Pour autant, on ne voit pas l'intervention. Sans qu'on envoie les assassiner. D'autant plus, Monsieur le Président, que les conséquences sont dramatiques aujourd'hui. Parce que tout ce qui se passe dans la sous-région, notamment au Cameroun, au Nigeria, au Niger, avec les phénomènes au Tchad, avec Boko Haram, découle de la déconstruction. En partie. On ne peut pas dire que la raison principale n'est pas la Libye. Ça en est tout de même une conséquence. C'est une conséquence, mais ce n'est pas la raison principale. Encore une fois, messieurs, aujourd'hui, un dirigeant ne tire pas sur son peuple. Et vous ne pouvez pas, vous, ici, en votre âme et conscience, nous dire
nous reprocher d'avoir intervenu, d'être intervenu à ce moment-là, au moment où quelqu'un, avec les moyens puissants qu'il avait, tirait sur un peuple désarmé. Ce président qui parlait là, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Lui qui s'est donc braqué contre le président d'un autre pays. Il est entré dans la cabale qui a conduit à son assassinat. Son sort est lequel aujourd'hui? Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, et j'envoie un message à tous les amis que nous avons, partout dans le monde, pour leur dire de faire du bruit, car les gens ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part, ma femme est ailleurs, et je suis à la résidence, et rien ne se passe. Et je ne sais pas ce qui se passe. Alors je vous appelle à faire du bruit, à faire du bruit vraiment. Je vous remercie. Son père, qui gavait les présidents occidentaux d'argent, qu'est-ce qui lui est arrivé en fin de vie? Il n'a même pas été accepté dans leurs hôpitaux. Il a été rejeté et il s'en est plaint. C'est en 2009. En 2009. Bongo, en mars, il venait de perdre maman Edith, sa femme. Edith Bongo. Oui, maman Edith. Il me fait venir à Libreville, il me dit, fiston, tu sais que je suis malade, et je vais bientôt partir. Je lui dis, papa, ne dites pas ça. Vous allez tous nous enterrer. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Fiston, tu as vu comme je suis reçu en France maintenant? Tracfin, les biens mal acquis, l'affaire Elf. Toi, tu sais ce que j'ai fait pour tout ce monde-là depuis 40 ans. Je dis, oui, papa, je le sais. Il me dit, je te demande une seule chose. Quand je serai parti, sois ma mémoire. Au nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette promesse que vous avez voulu honorer en 2011. Dans ces mémoires que voilà. Vous avez rédigées. J'ai tout dit. Il est mort dans une clinique de Barcelone. C'est terrible. Omar Bongo qui meurt dans une clinique de Barcelone. J'ai vécu avec lui. Et Laurent Gbagbo, il a connu ça aussi. Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir, vous autres présidents africains? Tournez-vous vers vos peuples, tournez-vous vers vos pays, faites développer vos pays. Vous ne pouvez pas prendre des milliards et aller donner encore à ceux qui ont la grande majorité des revenus dans le cadre des contrats que vous avez ensemble. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait, j'étais ahuri. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Hein. Ah bon? Mais comme un autre qui m'a demandé aussi l'argent. Vous pouvez nous le dire, Monsieur le Président? Non. S'il vous plaît. Est africain et qu'il est coutumier des faits. Bon, je n'ai pas... je lui ai donné l'argent sans... Vous ne direz pas qui c'est? Non, je ne dirai pas qui c'est. Après, hors micro, je peux vous souffler son nom dans le creux de l'oreille. mais c'est étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien? Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et... Quand ces pays viennent investir ici, quel est le pourcentage que vous avez? Quel est le pourcentage qu'ils ont? Leur pourcentage est tellement élevé. Et vous prenez encore de l'argent pour leur donner.
Si ce n'est pas une malédiction, qu'est-ce que c'est? Les pays occidentaux, les présidents des pays occidentaux se mettent toujours ensemble pour s'en prendre à vous, présidents africains. Ils se mettent toujours ensemble, même s'ils ont des problèmes entre eux. Quand il faut venir vous attaquer, ils se mettent ensemble. Vous ne comprenez pas. Mais pendant que vous êtes au pouvoir, trouvez les moyens pour vous protéger si vous avez peur. Mais aujourd'hui, sachez qu'un pays ne peut pas débarquer aujourd'hui pour venir faire des coups d'État n'importe comment. Non. Faites l'effort de vous occuper de vos pays. Mais arrêtez de prendre de l'argent des Africains pour donner à ces Européens. En principe, vous devez soit vous mettre ensemble pour défendre vos frères, soit vous désolidariser de leurs actions. Un président africain qui participe à une conspiration pour tuer un président d'un autre pays africain, ça ne passe pas bien. Il faut éviter ça. Tenez par exemple du côté de l'Afrique de l'Ouest. Les pays de l'AES ont subi les foudres de leurs voisins parce que les présidents des pays occidentaux leur ont demandé d'affamer leurs frères. Vous êtes un pays limitrophe au pays de l'AES et on vous demande de fermer vos frontières, de ne plus ravitailler ces pays-là. Les gens meurent là-bas et ça ne vous fait rien. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on va vous donner les aides. Mais les aides doivent s'arrêter. Moi, je suis pour que les aides s'arrêtent. Les pays africains ont des ressources et peuvent commercialiser ces ressources à de très bons prix, avec de très bons contrats. Commencez à réfléchir dans cette logique. Il est important que les pays africains, francophones notamment, sortent de l'esclavage, sortent de la colonisation, sortent de la néocolonisation. Parce que ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est que tous ces pays-là, en dehors des pays de l'AES qui se sont désolidarisés et qui ont décidé de voler de leurs propres ailes sans avoir à être désormais manipulés, tous ces autres pays-là sont toujours sous esclavage, sous colonisation et sous néocolonisation. Et c'est eux-mêmes qui décident de s'empêtrer là-dedans. Les pays occidentaux ne les forcent pas. Ils font leur chantage. Mais c'est à vous de décider. Vous expliquez au peuple ce qui se passe. Vous coupez les liens. Et vous commencez à réfléchir. Le monde est tellement grand. Il y a tellement de partenaires. Il faut arrêter de penser que le chantage qu'on fait aux leaders africains ne peut pas finir. Ça peut finir. Vous pouvez y mettre fin. Donc arrêtez de faire souffrir les populations parce que vous voulez garder vos postes, parce que vous pensez à vos intérêts personnels. Prenez des dispositions pour le bien-être de vos populations. C'est très décevant ce que vous faites, vous, présidents africains, marionnettes. Il y a une autre pratique qui se fait. Les responsables africains, tous ceux qui ont des moyens de toutes les façons en Afrique, se glorifient de s'habiller avec des marques européennes. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir pour faire booster vos cultures? Comment est-ce que vous connaissez ces marques? C'est parce que les grands responsables, les leaders européens ont valorisé leurs artistes couturiers et autres. Vous valorisez les artistes des autres pays. Mais ça, c'est la malédiction. Mais il y a des grands couturiers africains. Et il y a même des grands couturiers dans vos propres pays qui cousent comme ces couturiers européens. Et parfois même mieux encore. Vous êtes des présidents africains, vous ne valorisez pas vos tenues traditionnelles.
Avez-vous déjà vu un président européen habillé en tenue traditionnelle de votre pays? Même quand vous lui offrez ça, il ne s'habille pas avec, il ne porte pas ça. Et s'il doit porter ça un jour, c'est quand il ne sera même plus président. Mais vous, vous vous habillez avec les tenues européennes. Je n'ai pas besoin de parler de ceux qui passent sur les télévisions et que tout le temps sont en train de citer des auteurs européens. Comme si les auteurs africains n'écrivaient pas, ou bien ne pensaient pas, ou n'avaient pas des opinions. Toujours en train de dire comme le disait, et c'est des noms des Européens. Mais il faut citer les Africains. Vous qui passez sur des chaînes de télévision, citez les Africains. Combien de fois avez-vous entendu des intellectuels européens sur leur plateau citer des auteurs africains? Vous passez tout votre temps à citer des auteurs européens. Il faut que la mentalité africaine change. Habillez-vous bien, mais vous n'avez pas besoin de grandes marques européennes. Il y a des grandes marques africaines. Vous pouvez vous habiller avec. Même chose pour les artistes musiciens et autres. Il y a des artistes musiciens africains de vos pays qui peuvent assister à toutes vos cérémonies, pour qui vous pouvez organiser des concerts et autres, toujours en train d'aller appeler des artistes étrangers, occidentaux. Non. Essayez de valoriser votre culture. Et votre culture, c'est la culture africaine, c'est la culture de votre pays. Ce que je vous demande, président africain, qui est des marionnettes, de réfléchir à votre avenir et à l'avenir de vos peuples. Reconvertissez-vous à l'amour de votre peuple. Oubliez l'amour des peuples étrangers, occidentaux particulièrement. Oubliez ça. Président, c'est vous que le patron. C'est pas le secrétaire général. Mais il saura trouver un moyen. J'appelle Villepin, je lui dis Dominique, c'est le maréchal Mobutu, il voudrait un visa et finir ses jours en France, être soigné. Ah non, 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 il faut demander à Alain Juppé, qui était Premier ministre. Alors là, ça a été une réponse cinglante. Non. Et Mobutu est mort à Rabat, et il est toujours enterré au cimetière de Rabat. Deuxième affront fait à un chef d'État qui a aidé, c'est Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba qui a fait les gouvernements français, qui a aidé les Français depuis Pompidou. Il est mort dans une clinique de Barcelone. Il est mort, madame, dans une clinique de Barcelone, alors que c'était un homme qui était suivi par les grands professeurs de l'hôpital américain de Neuilly. Parce qu'à la fin, on ne le recevait plus, on ne le considérait plus comme avant. Ingrate. Elle est ingrate. Elle a été ingrate. Vous avez été élu par votre peuple pour prendre soin de votre peuple. Vous n'avez pas été élu par votre peuple pour vous occuper des présidents européens et de leur peuple. Vous faites déjà mal en leur donnant des contrats qui ne sont même pas faits sur la base de l'équité. Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président. Vous ne leur avez jamais parlé? Non, mais... Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça? C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je saurai m'en souvenir. Je saurai m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Faso monte une rébellion qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude... On fait difficilement mieux. Voilà. On fait difficilement mieux, ça je vous le concède. Pour finir, je voudrais également parler d'une pratique dans les pays africains, francophones notamment. Les présidents ou bien les intellectuels africains, qui se présentent même le plus souvent comme des panafricanistes, sont tout le temps en train d'accuser les pays européens occidentaux de misérer les peuples africains. Ok, supposons qu'il y ait un contrat entre la France et un pays africain francophone. Dans ce contrat, sur 10 000 francs, la France a 7 000, le pays africain a 3 000.
Qu'est-ce que le pays africain fait avec ces 3 000? Il se partage ça entre les élites, des voleurs. Ils ne foutent rien avec. Aucune infrastructure, ils n'investissent pas, ils ne font rien, ils se partagent l'argent. Est-ce que c'est la France qui vient vous demander de vous partager cet argent, de voler, de détourner? Donc la France ne peut pas être responsable du malheur des Africains. Les premiers responsables de votre malheur, c'est d'abord vous-même. Parce que ce que vous recevez, votre quote-part, vous ne viabilisez pas ça pour le bien-être de vos peuples. Vous détournez, vous volez. Le temps est venu pour la prise de conscience. Donc que tous les présidents africains francophones, car c'est de vous que je parlais, et toutes les élites, les leaders africains francophones se ressaisissent, prennent conscience, et pensent aux autres, qui essaient de faire des efforts pour neutraliser l'égoïsme qui est en eux. Et cet égoïsme malheureusement est contagieux en Afrique, dans nos pays africains francophones. C'est contagieux. Contagieux pourquoi? Parce que cet égoïsme est présent au sein du parti au pouvoir et est présent au sein de l'opposition. Au point où, le plus souvent, le peuple ne sait plus à quel sein se vouer. Que certains leaders charismatiques et fidèles et constants dans leur combat pour la liberté de l'Afrique se maintiennent dans leur position. Ils auront l'assentiment et la confiance du peuple. C'était mon avis sur la question. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour mon avis sur un autre sujet.